Il y a 6 ans, ma sœur m'a volé mon fiancé millionnaire, l'homme que j'étais sur le point d'épouser. Maintenant, aux funérailles de notre mère, elle est entrée avec lui, exhibant sa bague en diamant, et a dit, « Pauvre de toi, toujours seul à 38 ans. » J'ai eu l'homme, l'argent et le manoir. J'ai souri, je me suis tourné vers elle et j'ai dit, « As-tu déjà rencontré mon mari ?» Quand je l'ai appelé à nous rejoindre, car son visage est devenu pâle. Je m'appelle Rebecca, j'ai 34 ans, et je n'aurais jamais pensé éprouver de la satisfaction à regarder ma sœur Nathalie pâlir aux funérailles de notre mère, 6 ans après qu'elle m'a volé James, mon fiancé millionnaire, brisant mon cœur et détruisant notre famille. Mais alors que Nathalie entrait dans l'église et croisait le regard de mon mari, Michael, son visage s'est vidé de sa couleur, son verre de champagne glissant de ses doigts. Le bruit du verre brisé a résonné dans la pièce sombre, tout comme mon Monday était brisé des années auparavant. Si vous êtes prêts pour une histoire de trahison, de karma inattendu et de découverte du véritable amour sur les cendres d'un cœur brisé, s'il vous plaît, dites-moi d'où vous regardez, abonnez-vous et restez avec moi. Parce que la vérité derrière la réaction de Nathalie a changé tout ce que je croyais savoir. En grandissant dans notre banlieue de classe moyenne de Boston, ma relation avec Nathalie a été compliquée dès le début. Notre modeste maison coloniale sur Maple Street abritait une dynamique familiale qui nous a façonnés toutes les deux de manière très différente. J'étais l'aînée de 2 ans, toujours la plus responsable, le nez plongé dans les livres, tandis que Nathalie était la beauté vivante qui pouvait charmer n'importe qui d'un simple sourire. Dès le plus jeune âge, le contraste entre nous était frappant. J'avais les yeux marrons sérieux de mon père et sa nature pratique, préférant passer mes week-ends à organiser ma bibliothèque ou à me préparer pour des tournois de débat. Nathalie avait hérité des yeux bleus saisissants de notre mère et de son charisme naturel, faisant tourner les têtes partout où elle allait. Alors que je luttais contre l'anxiété sociale et trouvais refuge dans mes réussites scolaires, Nathalie rassemblait sans effort amis et admirateurs. Nos parents, bien qu'aimants, affichaient un favoritisme évident. Maman rayonnait toujours de fierté en présentant Nathalie lors des réunions de famille, tandis que mes certificats d'excellence et mes trophées prenaient la poussière sur une étagère dans le couloir. La beauté ouvre des portes que l'intelligence met trop de temps à déverrouiller, disait maman en ajustant les cheveux de Nathalie avant de prendre des photos. Papa, bien que plus équilibré dans son affection, contredisait rarement cette dynamique. Cela a commencé petit. Nathalie m'empruntait mon pull préféré sans demander et le rendait taché. Elle se liait d'amitié avec les mêmes personnes à qui je m'ouvrais prudemment, devenant rapidement leur compagne préférée. Une fois au lycée, elle a même courtisé Ryan, mon partenaire de laboratoire, qui avait enfin trouvé le courage de m'inviter au bal de promo. 2 jours après que j'ai accepté son invitation avec enthousiasme, il l'a maladroitement annulée. J'ai découvert plus tard que Nathalie l'avait convaincu qu'ils s'amuseraient plus ensemble. Ce n'est pas de ma faute si les gens me préfèrent, haussait-elle les épaules quand je la confrontais, son-on suggérant que je n'étais pas raisonnable. Si tu n'étais pas si coincé tout le temps, les gens te choisiraient aussi. Malgré ces épisodes douloureux, j'ai canalisé mon énergie dans les études. Ma persévérance a porté ses fruits lorsque j'ai été accepté à la Columbia Law School avec une bourse partielle. New York représentait la liberté, loin de l'ombre de ma sœur et des comparaisons constantes. La distance m'a donné de l'espace pour respirer, pour découvrir qui était vraiment Rebecca sans être définie comme la sœur ennuyeuse de Nathalie. Durant ces 3 années, j'ai limité les contacts avec ma famille. Les visites pendant les vacances étaient brèves et j'inventais des stages et des groupes d'études pour écourter mes séjours. Je me suis épanoui dans l'environnement compétitif de l'école de droit, obtenant mon diplôme dans les premiers 5% de ma promotion et décrochant un poste chez Parker & Winters, un cabinet prestigieux avec des bureaux à Boston et New York. Lorsque l'occasion s'est présentée d'être transféré au bureau de Boston après 2 ans à New York, j'ai hésité. J'avais construit une vie indépendante des dynamiques familiales et des anciennes blessures, mais les mentions subtiles de mon père sur les problèmes de santé croissants de maman et la dernière rupture dramatique de Nathalie ont interpellé ma conscience. Peut-être qu'avec ma réussite professionnelle en poche et des années d'indépendance, je courais le risque de voir ces dynamiques renaître, mais je pouvais aussi reconstruire ces liens familiaux à partir d'une position de force. Je suis donc revenu à Boston à 28 ans. Établi dans ma carrière et financièrement stable, j'ai acheté un appartement élégant en centre-ville, symbole concret de ma réussite et de mon indépendance. L'ancienne Rebecca aurait cherché l'approbation de sa famille pour une telle réussite. La nouvelle Rebecca les a simplement invités à une pendaison de crémaillère, acceptant leur présence ou leur absence avec la même élégance. À ma surprise, ils sont tous venus.
Papa rayonnait de fierté en inspectant la vue depuis mes fenêtres du 20e étage. Maman, bien que visiblement mal à l'aise dans ce décor moderne, a fait un effort pour complimenter mes choix de décoration. Et Nathalie, qui travaillait désormais comme responsable de magasin après plusieurs projets de carrière abandonnés, a apporté une bouteille de vin coûteuse et un intérêt qui semblait sincère pour ma vie. Ma grande sœur m'a manqué, a-t-elle dit ce soir-là alors que nous nous tenions sur mon balcon surplombant les lumières de la ville. Peut-être que nous pourrions repartir à zéro, faire des choses de sœurs ensemble. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de notre mère, affichaient ce qui semblait être une affection sincère. Après des années de thérapie et de développement personnel, j'étais prudemment prête à croire que les gens, même Nathalie, pouvaient changer. Peut-être que des sœurs adultes pouvaient forger de nouveaux liens, libérer des rivalités de l'enfance. J'aimerais beaucoup, ai-je répondu en trinquant avec elle. Pendant plusieurs mois, cette nouvelle relation s'est épanouie. Nous prenions des brunchs le dimanche, faisions des sorties shopping occasionnelles et avions même assisté à un cours de cuisine ensemble. J'ai commencé à baisser ma garde, à croire que le passé douloureux pouvait rester là où il devait être, dans le passé. Je ne savais pas que la scène se préparait pour une trahison qui allait minimiser toutes celles d'avant. J'ai rencontré James Warren pour la première fois lors du gala annuel de bienfaisance de l'hôpital pour enfants dans le centre de Boston. Parker & Winters avait parrainé une table et, en tant que l'une des étoiles montantes du cabinet, on m'avait demandé d'y assister pour aider à divertir des clients importants. James était assis à notre table en tant que PDG de Warren, une entreprise de logiciels en pleine expansion qui venait de retenir nos services pour sa prochaine introduction en bourse. Même dans une pièce remplie de personnes riches et prospères, James se démarquait. Grand, les cheveux blonds foncés et les yeux verts perçants, il dégageait la confiance tranquille de quelqu'un qui avait construit quelque chose à partir de rien. Contrairement à beaucoup de millionnaires autodidactes que j'avais rencontrés dans le cadre de mon travail, il n'avait pas ce besoin agressif de constamment faire ses preuves. Alors, c'est vous la brillante avocate dont John ne cesse de chanter les louanges, a-t-il dit après les présentations, son sourire atteignant ses yeux alors qu'il faisait référence à mon patron. Il prétend que vous avez sauvé la fusion Anderson à vous seul. John exagère, ai-je répondu, bien que secrètement ravi que mon travail ait été remarqué. C'était un travail d'équipe. Modeste, en plus, a observé James, une qualité rare dans nos milieux. Tout au long du dîner, nous avons découvert des connexions surprenantes. Nous avions tous deux grandi dans des familles de classe moyenne, cumulé plusieurs emplois pendant nos études et partagions une passion pour la réforme de l'éducation. Alors que les autres convives parlaient d'achat de yachts et de résidences de vacances, James et moi étions plongés dans une conversation profonde sur les étudiants de première génération à l'université et le programme de mentorat qu'il avait mis en place. Envisageriez-vous de rejoindre notre conseil consultatif, a-t-il demandé à la fin de la soirée. Nous avons besoin de personnes qui comprennent à la fois le paysage juridique et la réalité à laquelle ces jeunes font face. C'était officiellement une invitation professionnelle, mais la façon dont sa main s'est attardée sur la mienne en me tendant sa carte suggérait un potentiel pour plus. J'ai accepté les deux implications avec un sourire. Notre premier rendez-vous a eu lieu 3 jours plus tard. Un dîner dans un petit restaurant italien du North End, loin de la foule des affaires. James est arrivé en jean et dans une simple chemise déboutonnée, un contraste saisissant avec le smoking qu'il portait au gala. Ce James-là était encore plus séduisant, détendu, drôle et sincèrement intéressé par mes pensées sur tout, de la politique d'immigration à mes romans préférés. La plupart des gens voient le gars de la tech millionnaire et s'arrêtent là, a-t-il admis autour d'un tiramisu. C'est rafraîchissant d'être avec quelqu'un qui s'intéresse à la personne derrière le compte en banque. Au cours des mois suivants, notre relation s'est approfondie. James était attentionné d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant, se souvenant de petits détails de nos conversations, m'envoyant des cadeaux réfléchis en rapport avec mes intérêts plutôt que de simples bijoux coûteux. Et respectant mon emploi du temps professionnel exigeant au lieu de me faire culpabiliser. Lorsque je l'ai timidement présenté à ma famille lors du dîner de Thanksgiving, il a navigué à travers les dynamiques familiales avec charme et aisance. Papa a été impressionné par le sens des affaires de James. Maman a été captivée par son charisme et sa réussite. Et même Nathalie semblait sincèrement heureuse pour moi, du moins au début. Alors que nous débarrassions la table après le dessert, j'ai remarqué que Nathalie engageait la conversation avec James de ce qui semblait être une manière innocente. Elle rejetait ses cheveux en arrière, riant un peu trop fort à ses blagues, se tenant un peu plus près que nécessaire. C'était subtil, un effleurement du bras ici, un regard prolongé là, mais je reconnaissais ses comportements depuis notre enfance.
Le malaise familier s'est installé dans mon estomac, mais je l'ai écarté. Nous étions des adultes maintenant, et Nathalie n'allait sûrement pas poursuivre le petit ami sérieux de sa sœur. Ta sœur est charmante, a commenté James sur le chemin du retour. Vous semblez très différentes. Nous le sommes, ai-je simplement répondu, ne voulant pas m'étendre sur notre histoire compliquée. James a hoché la tête, sans insister, et je me suis convaincu qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. À l'approche de notre premier anniversaire, James est devenu mystérieusement occupé par des réunions et des appels téléphoniques dont il ne voulait pas parler. J'ai craint qu'il ne perde de l'intérêt, mais il m'a surprise avec un voyage d'un week-end à Martha's Vineyard. Lors de notre deuxième soirée, au cours d'un dîner privé sur la plage au coucher du soleil, il s'est agenouillé dans le sable et m'a présenté une magnifique bague en diamantaille émeraude de 3 carats. Tu m'as montré ce que signifie un véritable partenariat, Rebecca, a-t-il dit, la voix ferme mais chargée d'émotion. Je veux construire ma vie avec toi, quelqu'un qui me stimule intellectuellement, me soutient inconditionnellement et même pour ce que je suis vraiment, pas pour ce que j'ai. Veux-tu m'épouser? Des larmes ont brouillé ma vue alors que j'acceptais. La jeune fille orpheline de reconnaissance qui ne s'était jamais sentie tout à fait à la hauteur, qui avait toujours travaillé 2 fois plus dur pour obtenir la moitié de la reconnaissance, était enfin choisie en premier. Nous avons fixé la date pour le printemps suivant, une cérémonie élégante mais intime pour 100 invités à la bibliothèque publique de Boston. Tout semblait parfait. J'avais une carrière stimulante, j'aimais un fiancé beau et prospère qui m'adorait, et j'avais même une relation fraîchement positive avec ma famille. Pour une fois, je vivais la vie qui avait toujours semblé réservée aux autres, à des personnes comme Nathalie. Nous devrions dîner avec ta sœur pour fêter ça, a suggéré James une semaine après nos fiançailles. Elle a l'air amusante, et j'aimerais mieux connaître ta famille. J'ai accepté, ravi de son intérêt à renforcer nos liens familiaux, ignorant la petite voix de mise en garde au fond de mon esprit. Cette voix est devenue plus forte lorsque Nathalie est arrivée au restaurant vêtue d'une robe moulante que je ne lui avais jamais vue, son maquillage impeccable, son rire un peu trop empressé face aux blagues de James. C'est juste Nathalie, me disais-je. Elle est comme ça avec tout le monde. Mais alors que les questions de James sur mon emploi du temps au travail devenaient plus fréquentes, que ses SMS se faisaient plus rares lorsque je travaillais tard. Et que Nathalie commençait à mentionner qu'elle l'avait croisé par coïncidence en centre-ville, ces murmures de mise en garde sont devenus impossibles à ignorer. L'affaire Matthews a accaparé ma vie dans les mois qui ont suivi nos fiançailles. En tant que plus jeune collaboratrice senior chargée de diriger une défense d'entreprise majeure, j'étais déterminé à me montrer digne de cette opportunité. Les journées de 14 heures étaient devenues ma norme, se prolongeant souvent le week-end alors que nous préparions le procès. Tu manques notre dégustation de gâteaux ce samedi, a demandé James un mercredi soir alors que j'emballais des dossiers pour les examiner à la maison. Son ton avait une intonation inhabituelle. Je suis désolé, mais les transcriptions de déposition doivent être examinées avant lundi, ai-je expliqué, la culpabilité m'envahissant malgré le fait que ce sacrifice temporaire était pour notre avenir. Pouvons-nous reporter à la semaine prochaine? James a soupiré dramatiquement. C'est ce que tu as dit pour la visite de la salle le week-end dernier. À ce rythme, nous organiserons notre mariage la veille de la cérémonie. J'ai essayé de lui expliquer l'importance de cette affaire pour ma carrière. Un résultat positif pourrait signifier une considération anticipée pour devenir associé. Mais James s'était déjà réfugié derrière son téléphone, le faisant défiler avec un désintérêt évident pour mes explications. La distance entre nous a grandi alors qu'avril laissait place à mai. James a cessé de s'enquérir de mes affaires, et j'étais tout épuisé pour combler le fossé. Puis est venue l'offre apparemment innocente de Nathalie lors d'un rare dîner de famille auquel j'avais pris le temps d'assister. Tu te tues au travail, Becca, a-t-elle dit en utilisant le surnom de mon enfance que j'avais toujours détesté. Pourquoi je ne tiendrais pas compagnie à James de temps en temps? Je peux l'emmener à ces rendez-vous de mariage que tu rates sans arrêt. C'est à ça que servent les sœurs, non? Avant que je ne puisse répondre, maman est intervenue. Quelle merveilleuse idée! Nathalie a tellement de goût, et de cette façon, James ne se sentira pas négligé. James a soupiré, souriant et acceptant un peu trop rapidement cet arrangement. Papa m'a jeté un regard interrogateur, mais est resté silencieux, comme d'habitude lorsqu'il s'agissait de conflits potentiels. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé les messages en utilisant l'iPad de James pour commander à dîner. Ils sont apparus de manière assez innocente, des notifications de Nathalie s'affichant au sujet d'un rendez-vous pour la salle.
La curiosité et le malaise m'ont poussé à ouvrir la conversation complète. Ce que j'ai trouvé a brisé mon monde. La nuit dernière était incroyable, disait un message de Nathalie. Elle ne se doute de rien. Ton contact me manque déjà, avait répondu James. J'ai hâte d'être à samedi. Mes mains tremblaient tandis que je faisais défiler des semaines d'échanges, chacun plus intime et explicite que le précédent. La trahison avait commencé quelques jours seulement après l'offre de Nathalie d'aider aux préparatifs du mariage, des photos, des projets de rendez-vous pendant que je travaillais tard, des blagues à mes dépens, des moqueries sur mon dévouement à ma carrière. J'ai confronté James ce soir-là, l'iPad à la main, ses messages affichés à l'écran. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il commencé, utilisant le déni le plus cliché possible. Ah bon? Parce qu'on dirait bien que tu couches avec ma sœur pendant que je travaille pour construire notre avenir. Son déni initial s'est rapidement effondré sous le poids des preuves. Puis est venue la minimisation. C'est arrivé comme ça, Rebecca. Nous passions tellement de temps ensemble à planifier ton mariage parfait alors que tu étais trop occupé pour l'un comme pour l'autre. C'était juste physique au début. Au début, a brisé quelque chose en moi. Au début, donc maintenant c'est plus que ça? L'expression de James est passée de confuse à provocatrice. Tu veux la vérité? Très bien. Nathalie est amusante, spontanée, excitante. Tout ce que tu étais avant de devenir obsédé par ta carrière. C'est quand la dernière fois qu'on a fait quelque chose juste pour le plaisir? C'est quand la dernière fois que tu m'as choisi plutôt que ton travail? Chaque mot était un couteau qui s'enfonçait plus profondément. J'avais entendu ces comparaisons toute ma vie. Nathalie était celle qui était amusante, belle, celle vers qui les gens se tournaient naturellement. Mais les entendre de l'homme qui avait promis de m'aimer pour toujours était insupportable. Mon soupçon qu'il y avait d'autres secrets m'a poussé à suivre James le vendredi suivant, alors qu'il prétendait rencontrer des clients. Au lieu de cela, il s'est rendu à la Maison Marcel, le restaurant français où il m'avait dit pour la première fois qu'il m'aimait. À travers la vitre, je l'ai vu accueillir Nathalie avec un baiser passionné avant qu'il ne s'asseye à une table isolée dans un coin, notre table habituelle. Entrer dans ce restaurant a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais quelque chose en moi refusait de les laisser profiter de leur trahison en paix dans mon endroit spécial. Depuis combien de temps cela dure-t-il, ai-je demandé, debout près de leur table, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. La couleur a quitté leurs deux visages. Autour de nous, les autres clients se sont tus, sentant le drame se jouer. Rebecca, a dit Nathalie la première, son expression passant rapidement à une inquiétude feinte. Ce n'est pas ainsi que nous voulions que tu l'apprennes. Nous allions te le dire correctement une fois que tu ne serais plus si stressé par le travail. Quelle délicatesse, ai-je répondu, la voix dégoulinante de sarcasme. James a tendu la main vers la mienne, que j'ai immédiatement retirée. Rebecca, je suis désolé que cela se passe ainsi, mais tu dois l'admettre, nous nous sommes éloignés depuis des mois. Nathalie et moi, nous nous comprenons à un autre niveau. Elle prend du temps pour moi. Elle n'est pas constamment distraite par le travail. Un autre niveau, ai-je répété, incrédule. Tu veux dire le niveau où aucun de vous n'a de décence humaine élémentaire ou de loyauté? Le jeu de sympathie de Nathalie a cessé instantanément. Ne sois pas si moralisatrice, Rebecca. Tu t'es détaché de ta relation il y a des mois. James avait besoin de quelqu'un qui se soucie réellement de ses besoins. Et naturellement, en tant que sœur aimante, tu t'es dévouée pour satisfaire ses besoins. Tu n'étais jamais là pour lui, a-t-elle répliqué. Toujours au bureau, faisant toujours passer ta carrière en premier. À quoi t'attendais-tu? James a approuvé ces accusations de la tête. Avec Nathalie, je n'ai pas à rivaliser avec des dossiers et des dépositions pour attirer l'attention. Elle est amusante, spontanée, moins coincée, a ajouté Nathalie. Le coup de grâce. J'ai retiré ma bague de fiançailles et l'ai posée sur la table entre leurs verres de vin. Le lendemain, j'ai appris qu'ils s'étaient déjà installés ensemble. Le jour d'après, un email a circulé dans mon cabinet pour me féliciter de ma décision personnelle de me concentrer sur ma carrière plutôt que sur le mariage, une tournure humiliante manifestement orchestrée par James auprès de nos amis communs dans les cercles juridiques. La réaction de mes parents a été l'ultime trahison. Plutôt que de me soutenir, ils ont suggéré que j'avais provoqué cela. Tu sais à quel point le poste de James est exigeant, a dit maman lors d'un dîner de famille atroce auquel on m'avait contrainte d'assister. Les hommes comme lui ont besoin d'attention,
Rebecca. Si tu étais trop occupé pour lui. Alors cela justifie qu'il couche avec ma sœur, ai-je demandé, incrédule. Papa s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Personne ne dit que c'était bien, mais ces situations sont rarement toutes blanches ou toutes noires. Le sous-texte était clair, à leurs yeux, je partageais la responsabilité de ma propre trahison. Une fois de plus, Nathalie s'en sortait indemne tandis que j'étais laissé seul à ramasser les morceaux. Cette dévastation personnelle a déteint sur ma vie professionnelle. L'affaire Matthews, autrefois ma voie vers l'association, a souffert de ma distraction. Bien que nous ayons finalement gagné, mes performances ont été remarquées pour de mauvaises raisons. Les associés principaux ont exprimé des inquiétudes quant à ma concentration et à mon engagement. En l'espace d'un mois, j'avais perdu mon fiancé, ma sœur, le soutien de mes parents et mon élan professionnel. Seul dans l'appartement que James et moi avions partagé, entouré de magazines de mariage et de contrats de prestataires, j'ai atteint mon point de rupture. La skyline de Seattle ne ressemblait en rien à celle de Boston, et c'était précisément ce dont j'avais besoin. Lorsque mon cabinet m'a proposé un transfert interne vers leur bureau du Nord-Ouest Pacifique, j'ai accepté en quelques heures. J'avais besoin d'une distance géographique à la hauteur du gouffre émotionnel qui s'était formé entre moi et tout ce qui m'était familier. Mon appartement du centre-ville de Seattle est devenu mon sanctuaire, un endroit sans souvenir, sans fantôme de trahison tapis dans les coins. Je l'ai meublé de façon minimale, manifestation physique de mon désir de repartir à zéro sans bagages superflus. Les baies vitrées offraient une vue sur le Puget Sound, le mouvement constant des ferries et les changements de temps devenant des compagnons méditatifs lors de mes longues soirées de solitude. Les premiers mois ont été uniquement consacrés à la survie. Je travaillais, mangeais quand j'y pensais, dormais par intermittence et répétais le cycle. Des collègues m'invitaient à des événements sociaux, mais je refusais, pas prête à risquer de nouvelles relations. Ma seule concession pour prendre soin de moi a été des séances de thérapie hebdomadaires avec le Dr Abrams, une femme pragmatique d'une 60aine d'années qui refusait de me laisser me cacher derrière mes réussites professionnelles. Le travail ne consiste pas seulement à venir ici pendant 50 minutes et à cocher une case, Rebecca, m'a-t-elle dit lors de notre 3e séance. Le travail se fait dans la façon dont vous vivez les 10 000 autres minutes de votre semaine. Lentement, douloureusement, j'ai commencé à démanteler les schémas qui avaient façonné ma vie. J'ai exploré les racines de mon addiction à la réussite, ce besoin constant de prouver ma valeur par la réussite professionnelle. J'ai affronté la dynamique de compétition avec Nathalie qui avait défini ma compréhension de l'amour comme quelque chose qui doit être mérité plutôt que donné librement. Plus important encore, j'ai commencé à reconnaître comment ces schémas m'avaient rendu vulnérable à quelqu'un comme James, qui avait validé ma valeur en me choisissant, pour ensuite confirmer mes peurs les plus profondes en choisissant finalement ma sœur. La communication avec ma famille s'est réduite à des appels obligatoires pour les fêtes. Chaque conversation avec ma mère incluait inévitablement des nouvelles de Nathalie et James, données avec une désinvolture délibérée, comme si leur relation ne s'était pas construite sur les ruines de mon bonheur. Ils regardent des maisons à Brooklyn, a mentionné maman lors d'un appel pour Thanksgiving. James dit que le marché est excellent pour les acheteurs en ce moment. J'ai appris à abréger ces appels rapidement, invoquant des obligations professionnelles. Lorsque mon père m'appelait séparément, ces tentatives maladroites de contact s'arrêtaient toujours avant de reconnaître l'acceptation tacite de la trahison par la famille. Il était plus facile de maintenir des politesses de façade que d'affronter les blessures profondes. 8 mois après mon déménagement à Seattle, j'ai reçu un appel de l'associé gérant de mon cabinet. Le compte Anderson Technologies vous a demandé spécifiquement pour leur expansion sur les marchés canadiens, a-t-il expliqué. Ils ont été impressionnés par votre travail sur leurs contrats nationaux. La réunion initiale a lieu lors d'une conférence sur la technologie juridique à Vancouver la semaine prochaine. M'immerger dans le travail avait été mon mécanisme de défense, et cela portait enfin ses fruits. J'ai passé le week-end à me préparer intensivement, déterminé à canaliser toute mon énergie dans cette opportunité professionnelle. La conférence occupait tout le centre des congrès de Vancouver, offrant une vue panoramique sur le port, un cadre magnifique pour les événements de réseautage. Après ma réunion réussie avec les dirigeants d'Anderson, je me suis accordé un moment de satisfaction lors de la réception au bord de l'eau. Vous avez l'air de quelqu'un qui fête une victoire, a dit une voix à ma droite. Je me suis retourné pour trouver un homme grand aux yeux marron doux et au sourire qui semblait sincère plutôt que travaillé. Juste une petite victoire professionnelle, ai-je admis, surprise par ma volonté de discuter. Ce sont souvent les plus satisfaisantes, a-t-il répondu.
Je m'appelle Michael Harrington, chirurgien pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Seattle. Rebecca Taylor, avocate d'affaires. Vous êtes bien loin d'un bloc opératoire. Michael Harry. J'anime un panel sur les brevets de dispositifs médicaux demain. Un mal nécessaire pour garantir que notre hôpital puisse s'offrir les innovations dont nos patients ont besoin. Son humilité et la passion avec laquelle il parlait de son travail m'ont attiré. Contrairement au réseautage calculé qui se déroulait autour de nous, notre conversation a coulé naturellement, abordant nos domaines respectifs, mais aussi les livres, les sentiers de randonnée autour de Seattle et notre appréciation commune pour les films documentaires obscurs. Lorsqu'il m'a demandé mon numéro à la fin de la soirée, mon premier réflexe a été de refuser. Les rendez-vous me semblaient être un risque inutile, une distraction potentielle de la reconstruction minutieuse de ma vie. Mais quelque chose dans l'approche franche de Michael a désarmé mes défenses habituelles. En toute transparence, a-t-il dit en enregistrant mon numéro. Je vais attendre 3 jours pour t'envoyer un message, non pas à cause d'une règle de séduction, mais parce que je serai au bloc opératoire d'ici là. Des jumeaux siamois. Un cas très complexe. Son honnêteté était rafraîchissante après le charme calculé de James. Lorsqu'il a envoyé un message exactement 3 jours plus tard avec une simple invitation pour « un café ou toute boisson qui alimente ton génie juridique », je me suis surprise à accepter. Notre premier rendez-vous s'est prolongé d'un café l'après-midi jusqu'au dîner, alors que nous découvrions nos expériences communes en tant qu'enfants aînés ayant dû assumer de lourdes responsabilités. Michael avait perdu sa mère d'un cancer à l'adolescence et avait aidé à élever ses frères et sœurs plus jeunes pendant que son père faisait des doubles gardes. Le sens des responsabilités et le sacrifice nous étaient familiers à tous les deux. Contrairement à James, qui m'avait poursuivi avec une intensité romantique, Michael avançait à un rythme mesuré qui respectait mon processus de guérison. Lorsque je lui ai finalement parlé de James et Nathalie après 3 mois de relation, sa réaction a scellé mes sentiments grandissants. « Merci de me faire confiance pour cela », a-t-il simplement dit en prenant ma main. Cela explique en grande partie ta prudence. Pour ce que ça vaut, ils ont l'air de personnes remarquablement petites qui ne te méritaient pas de déclaration dramatique sur le fait qu'ils ne me feraient jamais de mal, pas de suggestion subtile que j'aurais pu contribuer à la situation. Juste la reconnaissance de ma douleur et de sa validité. Notre relation s'est développée sur une base solide d'amitié et de respect mutuel. Michael comprenait mon dévouement à ma carrière parce qu'il partageait un engagement similaire envers la sienne. Nous soutenions les ambitions de l'autre plutôt que de rivaliser ou de compter les points. Lorsque l'un de nous devait s'absenter pour des urgences ou travailler tard, il y avait de la compréhension plutôt que du ressentiment. Après 2 ans ensemble, lors d'une randonnée d'un week-end au Mont Rainier, Michael m'a demandé en mariage au lever du soleil avec un simple diamant solitaire. Je sais que ce que tu as perdu auparavant n'était pas seulement une relation, mais ta confiance dans la famille et la loyauté, a-t-il dit, la voix ferme. Je ne peux pas promettre que nous ne ferons jamais face à des défis, mais je peux promettre d'y faire face avec intégrité et respect pour ce que nous avons construit ensemble. Veux-tu m'épouser, Rebecca? J'ai accepté sans hésitation ni doute. Nous avons organisé un petit mariage dans un restaurant au bord de l'eau à Seattle, en invitant que des amis proches que nous avions rencontrés ensemble et quelques collègues de soutien. Mes parents ont reçu une annonce après coup, non par rancune, mais par instinct de préservation. Je n'étais pas prête à risquer que leur présence ravive les souvenirs de mes précédentes fiançailles, ou pire, qu'ils parlent de Nathalie et James. Les années qui ont suivi ont été remplies d'un bonheur que je ne croyais pas possible. Nous avons acheté une maison de style Craftsman à Queen Anne avec vue sur la Space Needle. Michael a été promu chef de la chirurgie pédiatrique tandis que je suis devenu associé dans mon cabinet. 3 ans après notre mariage, nous avons commencé à discuter de fonder une famille. Une conversation abordée avec la réflexion sérieuse que nous apportions à toutes nos décisions importantes. C'est pendant cette période de projet de vie que nous avons reçu des nouvelles qui allaient me forcer à affronter mon passé une fois de plus. L'appel est arrivé par un mardi pluvieux de mars, 6 ans après mon départ de Boston. J'examinais des contrats dans mon bureau lorsque mon assistante m'a annoncé que mon père était en ligne, événement inhabituel compte tenu de nos contacts minimaux. Rebecca, sa voix semblait plus vieille, plus fragile que dans mes souvenirs. C'est ta mère. Les médecins ont trouvé un cancer du pancréas. Stade 4. Il parle de 3 mois, peut-être moins. Le monde a basculé. Malgré notre relation compliquée, malgré son incapacité à me soutenir quand j'en avais le plus besoin, elle était toujours ma mère.
La femme qui m'avait appris à lire avant la maternelle, qui m'avait aidé à peaufiner mes projets d'exposition scientifique, qui avait, à sa manière imparfaite, façonné la femme que je devais devenir. Je dois en parler à Michael, ai-je dit, mes habitudes professionnelles prenant le dessus alors que mes émotions menaçaient de me submerger. Je t'appellerai ce soir pour te dire ce qu'il en est. Michael sortait du bloc lorsque je l'ai joint. Sans hésitation, et a proposé de réouvrir son emploi du temps pour m'accompagner à Boston. Tu ne devrais pas affronter cela seul, a-t-il dit simplement. Ce soir-là, alors que nous discutions de la logistique, Michael a doucement abordé le sujet que nous évitions. Est-ce que Nathalie sera là, a-t-il demandé, son ton neutre mais inquiet. Probablement, ai-je admis. Bien que papa ait mentionné qu'elle et James avaient rompu il y a des années. Apparemment, il l'a quittée pour quelqu'un d'autre peu de temps après mon déménagement à Seattle. Une petite part de moi, honteuse, s'est sentie vengée en apprenant cette justice cosmique. Mais la plus grande part reconnaissait le vide d'une telle justice. Cela n'avait pas effacé la trahison ni guéri les fractures familiales. « Es-tu prête à la revoir » a demandé Michael. « Non » ai-je avoué. « Mais je ne pense pas qu'on soit jamais prêt à affronter la personne qui nous a le plus profondément trahis. Je ferai avec. » Nous sommes arrivés à Boston 5 jours plus tard, nous installant dans un hôtel plutôt que de loger dans la famille. La silhouette familière de la ville, autrefois le théâtre de mes plus grandes réussites professionnelles et de mes pires peines de cœur, me donnait l'impression de visiter une vie antérieure. Mon père nous a accueillis à l'hôpital général du Massachusetts avec une politesse maladroite, serrant fermement la main de Michael tout en me serrant brièvement dans ses bras. « Elle passe une bonne journée », a-t-il expliqué en nous guidant à travers les couloirs à l'odeur d'antiseptique. Les analgésiques fonctionnent mieux qu'hier. Maman paraissait plus petite que dans mes souvenirs, sa présence autrefois vibrante diminuée par la maladie. Ses yeux se sont brièvement illuminés en me voyant, des larmes se formant au coin de ses paupières. « Rebecca, allez-les chuchoter, tu es venue ?» J'ai pris sa main fragile, sentant les os proéminents sous sa peau fine comme du papier. « Bien sûr que je suis venue. » Elle a semblé sincèrement heureuse de rencontrer Michael, l'interrogeant sur son travail et sur notre rencontre. Il y avait une urgence muette dans ses questions, comme si elle répertoriait la vie que j'avais construite sans elle. Pendant un moment où papa a emmené Michael chercher un café, maman a serré ma main avec une force surprenante. « J'ai besoin de dire cela tant que je le peux », a-t-elle commencé, la voix serrée. « Je t'ai abandonné, Rebecca. Avec James et Nathalie, j'aurais dû te soutenir au lieu de leur trouver des excuses. La reconnaissance dont j'avais besoin depuis des années est arrivée trop tard, enveloppée dans le contexte d'une perte imminente. Pourtant, elle a libéré quelque chose de serré dans ma poitrine. Nathalie a du mal depuis que James est parti, a-t-elle continué. Rien ne semble aller pour elle. Elle est revenue vivre avec ton père, en faisant des petits boulots d'intérim. Ce n'est plus la même personne. Je ne savais pas trop quoi répondre. Une part de moi voulait dire que les actions entraînent généralement des conséquences, mais la cruauté n'avait pas sa place dans cette chambre stérile avec ses moniteurs clignotants et son odeur de désinfectant. « J'aimerais vous voir toutes les deux ensemble avant de partir », a dit maman, ses yeux se fermant de fatigue. « Pour savoir que mes filles ont fait la paix. Peux-tu essayer, Rebecca, pour moi ?» C'était le genre de demande de lit de mort qui pèse plus lourd que toute objection logique. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un SMS de Nathalie, « Maman dit que tu es en ville. Pouvons-nous nous voir demain ? Cafétéria de l'hôpital à 14 h. » Quand je suis arrivé le lendemain, elle était déjà assise à une table d'angle, une tasse de café intacte devant elle. 5 ans l'avaient changé plus que je ne l'aurais cru. La beauté vibrante qui avait toujours attiré l'attention était maintenant mince jusqu'à la maigreur, ses cheveux autrefois brillants étaient ternes et négligemment tirés en arrière. Elle s'est levée en me voyant, l'incertitude se lisant dans sa posture. « Rebecca » a-t-elle dit, sa voix plus timide que dans mes souvenirs. « Merci d'être venue. » Nous nous sommes assises dans un silence inconfortable, le poids de notre histoire pesant entre nous. « J'ai appris pour le diagnostic de maman », ai-je finalement dit. « Je suis désolé. Les médecins disent que ça évolue vite, a répondu Nathalie, les yeux fixés sur son café. Ils ne pensent pas qu'elle passera l'été. Un autre silence rempli d'accusations et d'explications silencieuses. Je sais que tu me détestes probablement, a-t-elle fini par dire. Tu as tout à fait le droit après ce que j'ai fait.
Il n'y a pas d'excuse. Ce n'était pas l'excuse rampante dont j'aurais pu fantasmer autrefois, mais le ton vaincu suggérait un remords sincère, ou peut-être simplement les conséquences de ses actes qui la rattrapaient. James m'a quitté 3 mois après ton départ, a-t-elle continué lorsque je n'ai pas répondu. Pour son assistante administrative. Il m'a dit que j'étais trop dépendante et pas assez ambitieuse. Elle a ri amèrement. Ironique, non. Il t'a quitté parce que tu étais trop concentré sur ta carrière, puis m'a quitté parce que je ne l'étais pas assez sur la mienne. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à l'entendre, juste une confirmation amère du caractère de James, ou plutôt de son absence de caractère. Maman veut que nous nous réconcilions avant qu'elle ne meure, ai-je dit, m'éloignant de James pour revenir à la réalité immédiate. Je ne sais pas si c'est possible, mais je peux être civil pour elle. Nathalie a hoché la tête, les yeux baissés. C'est plus que ce que je mérite. Notre interaction a été brève et superficielle, mais elle a suffi pour rapporter à maman que nous nous étions vus sans conflit. Elle a souri faiblement, comprenant clairement les limites de ce qu'elle demandait, mais reconnaissante pour ce petit effort. Les 3 semaines suivantes se sont écoulées dans un flou de visites à l'hôpital, de consultations avec les médecins et d'aide apportée à mon père pour prendre des décisions de fin de vie auxquelles il n'était pas préparé. Michael était d'une présence constante, offrant à la fois son expertise médicale et son soutien émotionnel, ce qui lui a valu le respect du personnel hospitalier et la gratitude de mon père. Maman a décliné rapidement la dernière semaine, glissant dans l'inconscience 2 jours avant de s'éteindre. Nous étions tous présents pour son dernier souffle. Papa tenait une main, Nathalie et moi tenions l'autre, un moment d'unité né d'un deuil partagé plutôt que d'une véritable réconciliation. Les funérailles ont été fixées au samedi suivant, à l'église où nous avions assisté aux offices de Noël tout au long de notre enfance. En tant que fille, Nathalie et moi étions censés aider aux préparatifs, ce qui a imposé une collaboration difficile qui a rouvert d'anciennes blessures malgré nos meilleures intentions. Maman aurait voulu des lys, pas des roses, a insisté Nathalie lors d'une réunion tendue avec le fleuriste. Elle était allergique aux lys, ai-je rétorqué. Elle devait toujours quitter la pièce quand quelqu'un lui en offrait. C'était les lys d'un jour spécifiquement, a soutenu Nathalie. Elle adorait les lys Cala. Ces désaccords fut-ils masquaient les conflits plus profonds que nous n'abordions pas. Nous avons avancé dans les préparatifs nécessaires comme des acteurs suivant un scénario, jouant le rôle de filles endeuillées sans reconnaître la relation fracturée sous la performance. La veille des funérailles, seul dans notre chambre d'hôtel, j'ai fini par m'effondrer dans les bras de Michael. Je ne sais pas comment me sentir, ai-je admis à travers mes larmes. Je pleure maman, mais je suis aussi toujours en colère pour tout ce qui s'est passé, et voir Nathalie faire semblant que nous sommes juste 2 sœurs pleurant leur maman m'est insupportable. Michael m'a tenu, comprenant qu'il n'y avait pas de mots pour résoudre des émotions aussi complexes. Tu n'as pas à démêler tous ces sentiments en ce moment même, a-t-il dit doucement. Le deuil n'est pas linéaire ni logique. Ressens simplement ce que tu ressens quand tu le ressens. Son autorisation d'éprouver mes émotions contradictoires sans jugement était exactement ce dont j'avais besoin. Je me suis endormi contre sa poitrine, reconnaissante une fois de plus pour le partenariat que nous avions construit, basé sur l'acceptation plutôt que sur les attentes. Le matin des funérailles est arrivé avec un ciel sombre tout à fait approprié, des nuages gris suspendus bas sur la ville. Je me suis habillé avec soin, portant une robe noire ajustée et des boucles d'oreilles en perles qui avaient été un cadeau de ma mère pour la remise de mon diplôme de droit. Michael était solennellement beau dans son costume sombre, sa présence à mes côtés étant une source de force alors que nous nous préparions à affronter la journée. « Prête ?» a-t-il demandé alors que nous nous tenions devant la porte de la chambre d'hôtel. J'ai hoché la tête en prenant sa main. Aussi prête que je le serai jamais. L'église Sainte-Marie se dressait comme elle l'avait toujours fait, son architecture de style néo-gothique étant un point de repère dans notre ancien quartier. À l'intérieur, l'odeur familière de la cire de bougie et du bois ancien a apporté un flot de souvenirs. Les offices du dimanche et les robes inconfortables, les spectacles de Noël où Nathalie jouait toujours l'ange tandis que j'étais relégué au rôle de narratrice, maman rayonnant de fierté depuis le premier rang. Le cercueil fermé était orné d'un arrangement de roses blanchées, oui, de lys Cala, un compromis que nous avions finalement trouvé. Des membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des années se sont approchés avec des condoléances maladroites, leur curiosité concernant ma longue absence et mon mari Prosper à peine caché derrière leurs expressions de sympathie. Ta mère était si fière de toi, a murmuré ma tante Suzanne, bien que je soupçonne que ce soit plus de la politesse que de la vérité. Maman avait à peine connu ma vie d'adulte.
Michael a navigué dans ses interactions avec une grâce naturelle, trouvant le parfait équilibre entre un respect déférent envers les membres de la famille en deuil et un soutien protecteur envers moi. Je l'ai présenté à des parents éloignés et à des amis de la famille, tout à fait consciente du peu de choses que ces gens savaient de la vie que j'avais construite à Seattle. Papa était assis au premier rang, l'air perdu dans son costume sombre, acceptant les étreintes avec une politesse mécanique. Je me suis assise à côté de lui, Michael de l'autre côté, m'apportant un soutien silencieux par sa présence. L'église s'est progressivement remplie, témoignage des nombreuses relations sociales de maman dans la communauté qu'elle n'avait jamais quittée. À 5 minutes du début prévu de la cérémonie, les lourdes portes de l'église se sont ouvertes à nouveau. Les conversations se sont tues lorsque Nathalie a fait son entrée, toujours dramatique. Même dans le deuil, elle portait une robe noire qui soulignait sa minceur, le visage pâle sous un maquillage soigné. Papa a levé la main pour lui faire signe de rejoindre notre rang. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé au ralenti. Nathalie a marché jusqu'au milieu de l'allée avant que son regard, auparavant fixé sur le cercueil, ne se déplace vers l'endroit où nous étions assis. Ses yeux sont passés de moi à Michael, et son corps tout entier s'est figé au milieu de son geste. Le verre de champagne qu'elle avait inexplicablement apporté dans l'église contenant probablement de l'eau, mais inapproprié malgré tout, a glissé de ses doigts soudainement flasques, se brisant sur le sol en pierre avec un fracas qui a résonné à travers le sanctuaire silencieux. La couleur a quitté son visage déjà pâle. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Autour de nous, les fidèles ont murmuré de confusion, certains bougeant pour aider à ramasser le verre brisé, d'autres observant la scène avec une curiosité non dissimulée. Je me suis tourné vers Michael, déconcerté par cette réaction. Son expression était illisible, mais il y avait une tension dans sa mâchoire que je reconnaissais lors des moments de haute tension. « Est-ce que tu la connais » ai-je chuchoté, la confusion grandissant. Plus tard, a-t-il répondu doucement. Ce n'est pas le lieu. Le prêtre est apparu d'une porte latérale, signalant le début de l'office. Nathalie est enfin sortie de sa torpeur, se précipitant pour s'asseoir à côté de papa, aussi loin de Michael que possible tout en restant dans le banc de la famille. Tout au long de l'éloge et des lectures, elle a gardé son regard fixé droit devant elle, sa posture rigide de ce qui semblait être du choc plutôt que du deuil. J'ai eu du mal à me concentrer sur la cérémonie, mon esprit tourbillonnant de questions. La main de Michael est restée ferme dans la mienne, son pouce caressant occasionnellement ma paume pour me rassurer, mais la légère tension dans son corps me disait qu'il y avait quelque chose d'important qu'il n'avait pas partagé. Lorsque le dernier hymne s'est terminé et que les fidèles ont commencé à sortir vers le cimetière pour l'inhumation, Nathalie s'est enfuie du banc, ayant manifestement l'intention d'éviter toute interaction. Mon instinct de la laisser partir a lutté contre mon besoin de réponse, et c'est ce dernier qui a gagné. Je te rejoins au cimetière, ai-je dit à Michael et à papa, puis j'ai suivi la silhouette fuyante de Nathalie. Je l'ai rattrapée dans le vestibule de l'église, lui saisissant le bras alors qu'elle atteignait la porte. C'était quoi ce cirque, ai-je demandé, gardant la voix basse mais intense. Pourquoi as-tu réagi ainsi en voyant Michael? Elle a essayé de se dégager, mais j'ai maintenu ma prise. Laisse-moi partir, Rebecca. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Plus d'esquive, Nathalie. Tu as eu l'air de voir un fantôme. Est-ce que tu connais mon mari? Ses yeux ont cherché une issue. N'en trouvant aucune, ses épaules se sont affaissées de défaite. Pas personnellement, a-t-elle admis. Mais je l'ai déjà vu avec James. De quoi parles-tu? La voix de Michael est venue de derrière moi, calme mais sérieuse. Je peux expliquer cela. Je me suis retourné pour le trouver debout dans l'encadrement de la porte du vestibule, l'expression grave mais ouverte. Tu savais, ai-je demandé, la confusion laissant place aux premiers élans de trahison. Tu savais qui était Nathalie avant aujourd'hui? Je savais qui tu étais dès le début, a-t-il dit doucement. Ton nom m'était familier quand nous nous sommes rencontrés à Vancouver. Nathalie a ri amèrement. Familier? C'est comme ça que tu l'appelles? Il a détruit l'entreprise de James, Rebecca. C'est l'investisseur qui s'est retiré après avoir trouvé James avec moi. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler avec une clarté révoltante. Michael avait été un investisseur providentiel pour des startups technologiques. Il l'avait mentionné de manière informelle lors de nos premières conversations, mais je n'avais jamais fait le lien avec le monde de James. James avait un accord presque conclu avec Harrington Investment, a continué Nathalie, sa voix s'élevant malgré le cadre.
des millions de financements pour l'expansion. Puis soudainement, après des années de relation, ton mari s'est retiré complètement. Sans explication, sans proposition de financement alternative, un abandon total alors que l'entreprise s'était déjà engagée dans une croissance basée sur ce capital promis. L'expression de Michael est restée ferme. Ce n'est pas tout à fait exact, mais le calendrier est correct. J'ai découvert que James était fiancé à Rebecca Taylor, dont je respectais le travail juridique d'après les milieux professionnels. Puis je l'ai trouvé avec une autre femme qui s'est avérée être la sœur de sa fiancée. Je n'investis pas dans des personnes qui font preuve d'un tel manque de jugement et de caractère, sur le plan professionnel ou personnel. C'était des affaires, a craché Nathalie. Tu en as fait une affaire personnelle et tu as détruit tout ce que James avait construit. No, c'est toi et James qui en avez fait une affaire personnelle lorsque vous avez trahi quelqu'un que vous prétendiez tous deux aimer, a répliqué Michael, son ton toujours mesuré. Les actions ont des conséquences dans les affaires comme dans la vie. L'échec de son entreprise est le résultat de multiples facteurs, y compris sa propre mauvaise gestion et son surendettement. J'avais le vertige devant ces révélations. Donc, quand nous nous sommes rencontrés à Vancouver, j'ai reconnu ton nom immédiatement, a admis Michael. J'étais curieux de rencontrer la femme dont j'avais entendu parler pour le génie juridique, qui avait aussi été impliquée avec quelqu'un comme James Warren. Mon intention était seulement de me présenter, d'avoir peut-être une conversation professionnelle. Mais tu n'as jamais mentionné cette connexion, ai-je dit, la blessure évidente dans ma voix. Pendant 3 ans de relation et 3 ans de mariage. Au début, cela semblait hors de propos, une coïncidence étrange qu'il n'était pas nécessaire de mentionner lors d'une conversation amicale. Puis, à mesure que nous nous rapprochions, j'ai craint que tu ne remettes en question tout notre couple, que tu puisses penser que je t'avais cherché délibérément, ce qui n'était pas le cas. Donc, tu as orchestré toute notre relation comme une vengeance élaborée contre James, ai-je demandé, cette possibilité me soulevant le cœur. Non, a dit Michael fermement. Notre rencontre était une coïncidence. Apprendre à te connaître a été un choix. Tomber amoureux de toi a été inévitable une fois que j'ai découvert qui tu étais vraiment. Il s'est approché, ses yeux fixant les miens. Rebecca, j'avais l'intention de te le dire un jour. Il n'y a jamais eu de moment parfait pour dire, au fait, j'ai peut-être contribué à la ruine financière de ton ex-fiancé après qu'il t'a trompé avec ta sœur. Un rire a éclaté de manière inattendue face à l'absurdité de la situation. Nous étions là, dans le vestibule d'une église, pendant les funérailles de ma maman, à démêler des connexions que je n'aurais jamais pu imaginer. Tu trouves ça drôle, a demandé Nathalie, incrédule. Pas drôle, ai-je corrigé. Surréaliste, et révélateur du fait que tu es plus inquiète pour l'entreprise en faillite de James que pour les funérailles de maman. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté faiblement. Rien de tout cela n'est juste, ai-je répondu. Mais c'est là que nous en sommes. Michael s'est approché prudemment. Rebecca, je comprends si tu as besoin de temps pour digérer cela. J'ai eu tort de ne pas te le dire plus tôt, mais s'il te plaît, crois que chaque moment de notre relation a été sincère. J'ai regardé ma sœur, défendant toujours l'homme qui nous avait utilisés et jetés toutes les deux, et mon mari, dont l'omission était de taille, mais dont l'amour n'avait jamais faibli. La complexité de la situation était accablante, surtout dans ce contexte de deuil. Nous sommes en train de donner un spectacle aux funérailles de notre mère, ai-je fini par dire. Nous devrions poursuivre cette conversation plus tard. Comme sur un signal, la porte de l'église s'est ouverte et mon père est apparu, l'inquiétude gravée sur le visage. Tout le monde attend au cimetière, a-t-il dit, nous regardant tous les trois avec confusion. Tout va bien? Très bien, papa, ai-je répondu machinalement. Nous arrivons tout de suite. Alors que nous bougions pour le suivre, Michael a chuchoté, je suis désolé pour tout. Le remords sincère dans ses yeux m'a donné l'espoir que, quelle que soit la signification de cette complication pour notre relation, nous trouverions un moyen de la surmonter ensemble. Après l'inhumation, j'ai dit à Michael que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Il a respecté ma demande sans protester, prenant un taxi pour retourner à notre hôtel pendant que je me rendais avec mon père à la réception chez lui. Tout au long de l'après-midi, entre les plats de lasagne et les condoléances, j'ai accepté les témoignages de sympathie de façon mécanique, tandis que mon esprit luttait avec ce que j'avais appris. Notre relation avec Michael s'était-elle construite sur un tissu de demi-vérité, ou s'agissait-il simplement d'une omission dans un partenariat par ailleurs honnête?
Ma part rationnelle reconnaissait que Michael n'avait pas orchestré notre rencontre. Les conférences sur la technologie juridique n'étaient pas exactement des terrains de chasse romantique. Pourtant, ma part émotionnelle se sentait trahie par son silence sur une connexion aussi importante. J'ai quitté la réception plus tôt, retournant à notre chambre d'hôtel pour trouver Michael assis tranquillement près de la fenêtre, fixant la silhouette de Boston. Il s'est retourné quand je suis entré, son expression mêlant inquiétude et résignation. « Je comprendrais si tu voulais que je prenne une autre chambre ce soir », a-t-il proposé. « Ce n'est pas nécessaire », ai-je répondu en posant mon sac. « Mais j'ai besoin de réponses. » Une honnêteté totale, Michael. « Plus d'omission », a-t-il acquiescé, désignant le petit salon. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, les 2 mètres de distance nous séparant ressemblant à la fois à un tampon nécessaire et à un vide douloureux. « Je veux comprendre exactement ce qui s'est passé », ai-je commencé. Depuis le début. Michael a pris une grande inspiration. Il y a 6 ans, j'investissais activement dans des startups de technologie médicale. L'entreprise de James avait développé un logiciel prometteur de gestion des données des patients auxquels plusieurs hôpitaux s'intéressaient. Nous avions eu des réunions préliminaires et les choses s'orientaient vers un investissement important. Il s'est interrompu, choisissant ses mots avec soin. Un soir, je dînais chez Sorlina avec un collègue quand j'ai remarqué James à une table à l'autre bout du restaurant avec une femme qui n'était pas sa fiancée. Leur comportement était indubitablement intime. Cela m'a dérangé, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Je crois que le caractère compte dans les partenariats d'affaires. La semaine suivante, lors des recherches préliminaires, je suis tombé sur des articles concernant les fiançailles de James avec Rebecca Taylor, connue pour son travail sur l'affaire Matthews. Les photos ont confirmé que la femme du dîner n'était pas sa fiancée. Quand je me suis discrètement renseigné sur sa situation personnelle, un contact mutuel a mentionné des rumeurs selon lesquelles il quittait sa fiancée pour sa sœur. La douleur familière de cette trahison a refait surface, mais plus sourde, plus lointaine. Je me suis retiré des discussions d'investissement, a continué Michael. Non pas comme punition, mais parce que je croyais sincèrement que quelqu'un ayant un jugement aussi douteux ne représentait pas un risque d'investissement sain. J'ai appris plus tard que son entreprise avait connu des difficultés après l'échec de plusieurs levées de fonds prévues. Il s'était apparemment surestimé, comptant sur un capital qui ne s'est jamais matérialisé. Et puis Vancouver est arrivé, ai-je enchaîné. Pure coïncidence, a-t-il insisté. J'ai reconnu ton nom sur le programme de la conférence et j'étais curieux, je l'avoue. Je n'avais d'autre intention que de me présenter. Mais ensuite, nous nous sommes rencontrés, et tu étais, il a souri légèrement. Point complètement différent de ce à quoi je m'attendais. Brillante, oui, mais aussi drôle, réfléchie et réservée d'une manière qui m'a donné envie de mériter ta confiance plutôt que de l'attendre d'emblée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit quand nous avons commencé à sortir ensemble sérieusement? Au début, cela semblait inutile d'évoquer une connexion professionnelle étrange avec ton passé qui risquait seulement de rouvrir des blessures. Puis, à mesure que nous nous rapprochions, j'ai craint que tu ne remettes en question tout notre couple, que tu puisses penser que je t'avais cherché pour un projet de vengeance bizarre ou par curiosité malsaine. Il s'est penché en avant, le regard sincère. Plus j'attendais, plus il devenait difficile de trouver le bon moment. Dire, au fait, j'ai peut-être contribué à l'échec commercial de ton ex après qu'il t'a trompé, ce n'est pas vraiment une conversation de dîner décontracté. Malgré tout, j'ai senti un sourire se dessiner sur mes lèvres. Tu aurais pu l'intégrer à l'histoire de notre demande en mariage. Je veux non seulement être ton mari, mais j'ai aussi coulé l'entreprise de ton ex. Michael a semblé surpris, puis soulagé par ma tentative d'humour. Est-ce que ça aurait fonctionné? Probablement pas, ai-je admis, mais ne rien dire pendant 6 ans n'a pas mieux fonctionné non plus. Nous sommes restés silencieux pendant quelques instants, le poids des secrets et des coïncidences planant entre nous. Je comprends si cela change les choses pour toi, a fini par dire Michael. Si tu as besoin de temps, d'espace, ou... Sais-tu ce qui me dérange le plus, ai-je interrompu. Ce n'est pas que tu aies su pour James et Nathalie avant notre rencontre. Ce n'est même pas que tu aies retiré ton investissement de son entreprise. C'est que tu ne m'aies pas fait assez confiance pour affronter cette vérité. Que tu aies pris une décision unilatérale sur ce dont je devais être protégé. La compréhension s'est lue dans ses yeux. Tout comme ta famille l'a fait lorsqu'ils ont décidé de croire à la version de Nathalie pour la fin de tes fiançailles. Exactement, ai-je confirmé.
J'ai passé toute ma vie à voir les autres décider des vérités que je pouvais supporter. Mes parents croyant à la version de Nathalie. Mon cabinet acceptant le mensonge de James disant que j'avais choisi ma carrière plutôt que le mariage. Et même toi, décidant que j'étais mieux sans connaître ton lien avec mon passé. Michael a hoché la tête lentement. Je ne l'avais jamais vu sous cet angle, mais tu as raison. J'ai fait des hypothèses sur ta réaction plutôt que de te donner la liberté de traiter l'information toi-même. Je suis désolé, Rebecca. Sincèrement. Ces excuses m'ont semblé sincères, reconnaissant le véritable problème plutôt que la simple transgression de surface. Où allons-nous à partir d'ici, a-t-il demandé doucement. J'ai réfléchi à la question avec soin. Cette révélation était importante, mais elle s'inscrivait dans le contexte de 6 ans de confiance et de partenariat. Michael a commis une erreur de jugement, mais pas de caractère ni d'engagement. Vers l'avant, ai-je finalement répondu. Ensemble. Mais avec une honnêteté totale à partir de maintenant, peu importe à quel point la vérité peut être inconfortable. Le soulagement a balayé ses traits alors qu'il tendait la main vers la mienne. Je l'ai rejoint à mi-chemin, nos doigts s'entremêlant selon le schéma familier qui avait toujours apporté du réconfort. Plus de secrets, a-t-il promis. Le lendemain matin, j'ai organisé une rencontre avec Nathalie dans un café près de notre ancien quartier. Je suis arrivé en avance, m'installant à une table d'angle tranquille et commandant un cappuccino pour calmer mes nerfs. Elle est apparue à l'heure exacte, paraissant plus posée qu'aux funérailles, mais arborant toujours cette mine fatiguée et tendue de quelqu'un qui lutte sous de multiples fardeaux. « Je n'étais pas sûr que tu voudrais me revoir », a-t-elle dit en glissant sur la chaise en face de la mienne. « Je ne suis pas là pour ressasser de vieilles blessures », ai-je clarifié. « Mais je pense que nous méritons toutes les deux de tourner la page, surtout après hier. » Elle a hoché la tête, fixant son café. « James m'a quitté 3 mois après ton départ. »« Je te l'ai dit ?»« Oui. » Son entreprise a commencé à péricliter peu après que ton mari a retiré son investissement. Une pointe d'accusation flottait dans son ton. Michael n'a pas été le seul investisseur à se retirer, ai-je fait remarquer. Et d'après ce que j'ai compris, James s'était déjà engagé dans des expansions sans financement sécurisé. C'est une mauvaise stratégie commerciale. Ce n'est pas la faute de Michael. Elle a soupiré lourdement. Je sais. J'avais juste besoin de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre que moi-même quand tout s'est effondré. James m'a certainement blâmé. Il a dit que je portais malheur, que tout allait bien jusqu'à ce que j'arrive. L'ironie ne m'a pas échappé. Il m'a dit des choses similaires sur ma carrière, sur ma concentration. Il semble que James excelle à éviter ses responsabilités. Il s'est installé en Californie avec un incubateur de start-up. Aux dernières nouvelles, il sortait avec une prof de yoga qui a la moitié de son âge. Nathalie a ri amèrement. Pendant ce temps, j'ai 34 ans, je vis dans la chambre d'amis de papa, je fais de l'intérim comme assistante administrative, et je passe mes week-ends à l'aider à trier les vêtements de maman pour en faire don. Pour la première fois, j'ai vraiment regardé ma sœur, non pas comme ma rivale perpétuelle ou ma traîtresse, mais comme une autre femme dont la vie avait pris des virages difficiles. Derrière la beauté qui avait toujours été sa marque de fabrique, j'ai reconnu quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant, une profonde insécurité. « Pourquoi as-tu fait ça, Nathalie ?» ai-je demandé doucement. Pas seulement ça, mais tout le reste avant, à toujours prendre ce qui comptait pour moi. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle ne répondrait pas. Quand elle a fini par parler, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Parce que tu semblais toujours si sûr de toi, si accompli sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. J'avais peur d'être ignoré, oublié. Maman et papa s'attendaient à ce que je sois la jolie fille, la fille sociale. Mais ce n'est pas une identité qui dure. Toi, tu avais quelque chose de réel. L'intelligence, la détermination, une voie vers l'avant. Des larmes se sont formées dans ses yeux. Chaque fois que je te prenais quelque chose, c'était comme essayer de m'approprier une part de cette certitude. Mais ça n'a jamais marché. Les petits amis, les opportunités, même James, rien de tout cela ne m'a apporté de sécurité. Et puis je recommençais, en espérant que la fois d'après comblerait ce qui manquait. Sa franchise brute m'a touché. Toutes ces années, j'avais vu Nathalie comme la fille favorite, sans jamais reconnaître ses actions comme des tentatives désespérées d'établir sa propre valeur. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle continué en essuyant ses larmes.
Ce que j'ai fait était impardonnable. Je voulais juste que tu saches que ce n'était jamais vraiment contre toi. C'était mon propre vide que j'essayais de combler. Pour la première fois, j'ai ressenti autre chose que de la colère ou de la blessure en regardant ma sœur, un mélange complexe de pitié, de compréhension et une lueur de compassion. Je te pardonne, Nathalie, ai-je dit, me surprenant moi-même par la sincérité de mes paroles. Non pas parce que tu le mérites ou parce que maman voulait que nous nous réconcilions. Je te pardonne parce que garder cette colère en moi ne fait que me blesser. Sa tête s'est redressée brusquement, l'incrédulité se lisant sur son visage. Comme ça? Non, pas comme ça. Il a fallu des années de thérapie et la construction d'une nouvelle vie pour en arriver là. Le pardon ne signifie pas que ce que tu as fait était bien. Cela ne signifie même pas que nous aurons une relation étroite à l'avenir. Cela signifie simplement que je ne porte plus le poids de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle demandé timidement. Maintenant, nous établissons des limites qui fonctionnent pour toutes les deux. Tu seras toujours ma sœur, Nathalie, mais la confiance doit être regagnée progressivement, si tant est qu'elle le soit. Nous pouvons commencer par des appels occasionnels, peut-être des cartes pour les fêtes, des petits pas, elle a hoché la tête, comprenant apparemment que c'était plus qu'elle ne pouvait raisonnablement espérer. Nous nous sommes séparés par une étreinte maladroite, le premier contact physique que nous avions depuis 6 ans. Michael bouclait nos valises quand je suis rentré à l'hôtel. Nous avions un vol l'après-midi pour retourner à Seattle, vers la vie que nous avions construite ensemble. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. Mieux que prévu, ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois, je pense que je la comprends. Non pas d'une manière qui excuse ce qu'elle a fait, mais d'une manière qui m'aide à faire la paix avec cela. Il a souri doucement. C'est un cadeau que tu t'es fait à toi-même, pas à elle. On pourrait en dire autant du fait de te pardonner, ai-je fait remarquer. Son expression est devenue sérieuse. Est-ce que tout va bien entre nous, Rebecca? Vraiment? J'ai traversé la pièce et j'ai pris ses mains dans les miennes. Tout va plus que bien. Toute cette expérience m'a fait réaliser quelque chose d'important. Ce qui s'est passé avec James et Nathalie n'était pas la tragédie que je pensais. C'était le détour qui m'a mené là où je devais être depuis le début. La tension qu'il portait depuis les funérailles s'est visiblement relâchée. Quand j'ai vu sa réaction hier, j'ai été terrifié à l'idée de te perdre à cause d'une décision que j'avais prise des années avant notre rencontre. Il en faudrait bien plus que cela pour me perdre, l'ai-je assuré. Nous avons construit quelque chose de réel, Michael. Quelque chose basé sur le respect mutuel et un partenariat sincère. Cela mérite d'être protégé. 2 jours après notre retour à Seattle, j'ai fait un test de grossesse à domicile qui a confirmé ce que j'avais commencé à soupçonner à Boston. Le moment était plus précoce que prévu, mais il me semblait néanmoins propice. La joie de Michael à cette nouvelle a effacé toutes les ombres persistantes de nos révélations de Boston. Alors que nous nous préparions pour ce nouveau chapitre, j'ai réfléchi au chemin étrange et sinueux qui nous avait menés ici. La trahison qui m'avait semblé être la fin de mon monde m'avait finalement guidé vers une compréhension plus profonde de moi-même et de ce dont j'avais vraiment besoin chez un partenaire. La sœur qui m'avait causé tant de douleur m'avait par inadvertance libéré de relations qui privilégiaient l'apparence sur la substance. Le passé fera toujours partie de mon histoire, mais il ne me définit plus. J'ai appris que l'amour véritable n'exige pas la perfection de nous-mêmes ou des autres. Mais il exige de l'honnêteté, du respect et le courage de faire face ensemble aux vérités inconfortables. La vie suit rarement le chemin que nous attendons, et parfois les détours les plus douloureux mènent aux destinations les plus magnifiques. Si vous traversez votre propre voyage difficile en ce moment, rappelez-vous que la trahison n'a pas à être la fin de votre histoire. Ce pourrait juste être le début inattendu de quelque chose de meilleur que tout ce que vous auriez pu imaginer. Avez-vous déjà vécu une trahison qui vous a finalement mené vers quelque chose de meilleur? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la douleur peut se transformer en bénédictions inattendues. Merci d'avoir écouté mon parcours et rappelez-vous que parfois, les plus grands chagrins d'amour de la vie ne font que vous rediriger vers votre plus grand bonheur.